nous en parler, il va nous planter le décor afin que les uns et les autres comprennent de quoi il s'agit. Monsieur Mvali Condé, dans la rubrique, on en parle. Le premier thème est des lauréats se désistent. Qu'est-ce qui se passe? Bon, et en fait, nous avons constaté que certains lauréats n'ont pas accepté de se présenter. Ils sont au nombre de 10 personnes. Oui. Vous savez, après la proclamation des résultats, souvent, la Guinée envoie les résultats au Maroc. Oui. Le Maroc fait ses choix à la place de nos étudiants. Mais cette fois-ci, c'est que nous avons... Donc, en fait, les étudiants ne choisissent pas les filières dans lesquelles ils veulent aller au Maroc, mais c'est l'État marocain qui vous dit, voilà ce que nous vous proposons comme option, quel que soit votre choix. Très bien, c'est ça en fait. Parce que si nous en parlons aujourd'hui, c'est parce que nous voudrions que ça change. Et nous voudrions quoi? C'est qu'après la proclamation des résultats, nos lauréats doivent être capables de choisir leur option. Mais quand on envoie, n'est-ce pas, les résultats au Maroc, c'est aux Marocains de choisir à la place de nos lauréats. Mais cette année, parmi les lauréats, nous avons constaté que 10 lauréats n'ont pas répondu. Il y a une dizaine qui ont désisté, qui n'ont pas voulu. Qui ont désisté. Oui. Et nous ne savons pas pourquoi, mais selon certaines informations, ils n'ont pas accepté, n'est-ce pas, cette bourse parce que tout simplement, ils n'ont pas été orientés en fonction de leur choix. Donc c'est l'une des raisons invoquées par ces bacheliers. Ils n'ont pas été orientés dans les options qu'ils avaient voulu, donc ils estiment que ce n'est pas la peine de partir en fait. Ce n'est pas la peine de partir. Et ceux qui ont les moyens ont cherché d'aller ailleurs, tels que la première de la République. Parce que la liste qui a été publiée en sciences sociales, la première de la République, je pense qu'elle n'avait pas répondu à l'appel. Et pourquoi? Parce que tout simplement, elle veut aller ailleurs. La question que nous nous posons tous aujourd'hui est de savoir pourquoi nous envoyons tous nos lauréats au Maroc. Pourquoi ne pas envoyer d'autres ailleurs? Oui, mais est-ce que ce n'est pas un problème de moyens et un problème d'opportunité? Parce que le Maroc ne nous vend pas ces bourses en fait. Le Maroc nous fait don de ces bourses en fait. On a un peu les mains attachées, M. Mvali Condé. Moi je pense qu'on nous rappelle toujours que la première richesse d'un pays, c'est l'éducation. Je pense que nous devrions tout faire pour que certains de nos lauréats soient orientés, par exemple en France, d'autres aux États-Unis d'Amérique, en Asie, etc. Là, en ce moment, après cette orientation, ils pourront revenir et ils seront utiles à la nation. Mais si nous orientons nos lauréats dans des options qu'ils n'ont pas choisies, je pense qu'ils finiront par abandonner. D'ailleurs, je crois que la question s'était posée l'année dernière, monsieur Mansaré, docteur Mansaré. La question s'est posée l'année dernière avec les étudiants guinéens qui étaient là-bas, où l'ancien directeur de l'Office national des bourses extérieures avait affirmé qu'on n'attribuait plus de bourses aux étudiants franco-arabes pour la simple raison qu'il fallait envoyer des gens dans des filières porteuses d'emploi, de débouchés d'emploi. Et pourtant, il m'a été donné de constater que d'autres ont été envoyés dans des filières qui n'ont rien à voir avec, comment est-ce qu'on appelle ça, ce monde de l'emploi. En fait, on fabrique des chômeurs. Alors, selon vous, ces bourses marocaines, faut-il les rejeter systématiquement ou est-ce qu'il faut repenser ces bourses-là? Est-ce qu'il faut renégocier avec le Maroc? Merci pour l'intérêt. Moi, personnellement, étant que je suis lauréat du Maroc, je pourrais dire qu'il faut essayer d'analyser cette problématique sur plusieurs angles. Au fait, c'est vrai, on doit respecter le choix de l'étudiant, mais le système le plus déterminant, c'est la compétence. C'est-à-dire que l'étudiant est brillant, ou le bachelier est brillant dans quel module, avec quels moyens, et dans quelle filière qu'ils peuvent être. Oui, mais par exemple, ces étudiants-là, par exemple, ils sont éligibles, par exemple, à des filières identiques, par exemple, en Guinée, ici, par exemple. Est-ce que le Maroc a des critères, par exemple, de sélection qui sont totalement différents de nos critères de sélection dans les gestions d'enseignement supérieur? Généralement, les termes de sélection, c'est presque la même chose. Il peut y avoir quelques particularités. Donc, je reviendrai sur l'axe que M. Mvali disait tout à l'heure. Quand vous prenez, par exemple, la majorité de nos jeunes lauréats ici n'ont pas été orientés ou édifiés sur les canevas de formation au Maroc. Donc, ça pose problème. Je vous donne un titre d'exemple. Quand on envoie un jeune dans une classe préparatoire, il va penser que, par exemple, c'était le cas, je crois, premier de sciences maths, qui ne voulait pas y aller. Il ne savait même pas que... Il ne sait pas ce qu'on appelle... Là où on l'a orienté, c'était la meilleure voie pour accéder au cycle d'ingénierie. Vous comprenez? Parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc il faut une communication. Et cette année, il y a eu un échange dont j'avais participé. Et c'était la première fois que les anciens du Maroc puissent partager leur expérience avec le nouveau lauréat. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est par rapport aux besoins du pays. Nous, aujourd'hui, nous voulons former dans quel domaine, dans quelle spécialité. Et ça, c'est un troisième élément, c'est quoi? C'est par rapport aux quotas qui nous sont octroyés. C'est-à-dire le Maroc nous dit
par exemple, l'option comme médecine, on ne peut donner que 2 places à la Guinée. Donc, s'il y a 5 Guinéens qui veulent faire médecine, le Maroc ne peut accorder que 2 places. Donc, il faut voir sur ces 3 angles-là, le choix plus déterminant doit être les moyens. C'est-à-dire quelqu'un qui doit aller en médecine, il faut avoir, par exemple, au Maroc, pour accéder à la faculté de médecine, il faut 18. Et que nous avons des gens qui sont 15, qui veulent aller à la faculté de médecine. Là, c'est la pharmacie, carrément. Vous ne pouvez pas faire la faculté de médecine avec 15 de moyenne. Ceux qui, par exemple, le cas, par exemple, de certains lauréats des franco-arabes, ils ont été orientés dans des facultés qui sont purement scientifiques. Et pourtant, ils n'ont pas cette aptitude, ils ont des parcours lettres. Ils ont des parcours littéraires en Guinée et on les envoie dans des facultés qui sont beaucoup plus scientifiques. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'abandon dans Matondi. Voilà. Donc, c'est où je... Oui, vous allez revenir, vous allez terminer. Monsieur Odilon, moi j'aimerais bien qu'il aborde une question. C'est la question des conseillers d'orientation. Vous savez, les conseillers d'orientation, on en parle à tout moment. Mais bizarrement, il semble qu'il n'y a plus de conseils d'orientation en formation, notamment à l'ISEC, nous a-t-on dit. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous ne pensez pas que le débat sur la formation des conseillers d'orientation et leur redéploiement dans les écoles secondaires déjà pourrait nous aider à faciliter le choix de ces enfants-là? Parce que beaucoup s'orientent sans trop savoir où ils vont et parfois ça finit pas trop bien. Je pense que pardon, le débat, il mérite d'être relancé et qu'on en discute. Pour mieux aider les bacheliers qui passent le baccalauréat, qui sont admis au baccalauréat, je pense qu'il faut mettre à leur disposition ce personnel-là qui soit chargé de les conseiller. C'est extrêmement important. Les aînés l'ont dit tout à l'heure, c'est pas facile. C'est pas facile pour eux. Il faut mettre à leur disposition un personnel qui est là. Mais sauf que la décision est prise tardivement. Parce que lorsque vous lisez un peu sur la plateforme, le portail d'orientation Goupol, il est dit qu'il y a un espace qui est réservé pour conseiller en vue de mieux orienter. C'est du numérique, il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas d'interaction entre le candidat et le bachelier. C'est une initiative qui devait être prise en synergie avec le pré-universitaire pour permettre aux élèves, aux futurs candidats au baccalauréat, dès le début de l'année, d'avoir des gens avec qui ils échangent par moment pour leur dire que bon, si vous voulez aller dans telle filière, voici le travail que vous devez abattre en amont pour y arriver. Donc, à vrai dire, la question se pose. C'est pourquoi à l'ISEC, je crois, il y a un département qui est chargé de ça. Normalement, doit former des conseils d'orientation. En principe. Mais on m'a dit qu'on ne forme plus réellement de conseils d'orientation. Ça, c'est un premier élément. Et de deux, les pseudo-conseils d'orientation qui se retrouvent dans nos établissements secondaires n'en sont pas. Parce qu'ils n'en ont pas la qualité. En fait, effectivement, on a bombardé. C'est tout un apprentissage auquel il faut s'adonner. Donc je pense que ça relance ce débat. Je pense que nos autorités nous écoutent. Et j'espère que dans les années à venir, on va penser à cela. Qu'on n'attende même pas le baccalauréat d'abord. Qu'avant même le baccalauréat, qu'au niveau secondaire, déjà, l'élève sache quelles sont les matières où il doit travailler, quelles sont les aptitudes personnelles qu'il doit perfectionner s'il veut aller dans telle filière ou tel débouché professionnel. Monsieur Baribou qui est enseignant, est-ce que vous, quand vous avez observé ces candidats-là aujourd'hui qui pataugent dans comment faire le bon choix pour la carrière future, est-ce que vous avez senti une certaine inquiétude ou une certaine ignorance totale de ce qu'ils faisaient? Très bien, Monsieur Valli. Avant justement de rebondir sur votre question, j'ai d'abord un petit pincement par rapport à l'actualité éducative. Imaginez, hier c'était le 8 septembre, dans les conditions normales, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Et on a un ministère quand même en charge de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Est-ce qu'on a constaté, disons, on a tout bien eu une activité dans ce sens-là. Et là, ce n'est pas bien. Alors, s'agissant de l'orientation... Vous savez, quand les activités ne rapportent pas beaucoup d'argent, souvent on n'aime pas trop... Et c'est bien dommage. Ben, j'ai rien dit. Je sais qu'on dit souvent que je ne suis pas bien, mais je préfère continuer. Okay. Barry, voilà, donc s'agissant de l'orientation des bacheliers, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mes aînés l'ont déjà dit. Souvent, quand vous prenez ces bacheliers, vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez faire. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Quand ils disent par exemple droit, pourquoi tu veux faire droit, ils ne peuvent pas se justifier par rapport au choix. Maintenant, M. Barry, moi, il y a un élément sur lequel moi, je veux vraiment rebondir. Lorsque vous regardez par exemple les élèves dans les classes d'examen, par exemple déjà après la 10e année,
est-ce que vous prenez souvent le temps d'échanger avec eux, par exemple, en lui demandant, par exemple, jeune homme, vous êtes venu en sciences sociales, vous êtes venu en sciences mathématiques, quelles sont les raisons qui vous ont amené? Est-ce que vous créez ce débat-là, cette interaction déjà avec ces élèves-là? Si l'État n'y pense, parce que déjà, vous commencez déjà à lancer ce débat avec les enfants, peut-être pour les aider déjà dans le choix. Hein. J'ai vu beaucoup qui ont retardé le cursus scolaire parce qu'ils ont fait le mauvais choix au secondaire. J'en connais un qui allait faire sciences mathématiques selon l'argument selon lequel son père est comptable, donc il lui a demandé de faire sciences mathématiques. Il t'a fait le bac 2 fois, il n'a pas décroché. Et lui, déjà en 11e année, je lui avais demandé de faire l'option littéraire. Il l'a fait une fois, il était boursier. Voilà. Monsieur Barry, oui, il m'arrive parfois d'échanger avec eux, même à distance. Par exemple, il y a un bachelier qui m'a demandé: ah, monsieur Barry, je veux faire relations internationales. Quels sont les débouchés? Je lui ai expliqué. Bon, parce que beaucoup pensent que quand tu fais aussi relations internationales, automatiquement ça débouche. Et il faut rappeler même, il faut rappeler que monsieur Barry, lui, il est enseignant, mais il n'est pas spécialiste de l'orientation, par exemple, scolaire, par exemple. Déjà, est-ce que le MEPUA déjà ne peut pas faire des brochures, faire de la documentation, si on n'a pas déjà des spécialistes sur le terrain pour le moment, faire de la documentation à l'endroit de certains enseignants qui pourront se charger de ce travail de sensibilisation et d'explication aux élèves. Je pense que c'est évident, monsieur Valli. Dans les conditions normales, il doit y avoir même une cellule qui peut aider ces bacheliers à mieux s'orienter. Savoir par exemple le choix que j'ai fait, à quoi ça va aboutir. On leur prodigue des conseils dans ce sens. C'est important, j'espère qu'ils entendront. Monsieur Alpha Ba, j'avais dit Barry, je sais que ça ne t'a pas trop plu. Alpha Amadou Ba. Alors, des bacheliers se désistent, des lauréats se désistent pour la bourse marocaine. Vous avez été boursier marocain. Eh bien, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer, au-delà des questions portant sur les filières, peut-être qui ne conviennent pas au choix des lauréats? Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Vous qui avez tâté du doigt le terrain. Merci. Je dirais que la plupart des... En tant qu'étudiant, en tant qu'ancien étudiant du Maroc, je suis profondément imprégné des problèmes qui assaillent la plupart des étudiants qui ont eu à séjourner dans ce pays-là. Donc, je me dis que tout naturellement, la plupart des difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants là-bas font parfois mauvaise presse. Est-ce que ce ne sont pas des difficultés d'ordre surtout financières? Évidemment, ce sont des difficultés souvent qui se rapportent à un ordre beaucoup plus financier. Pourquoi? Parce que la plupart des étudiants qui quittent la Guinée, parfois, on leur fait miroiter de très belles choses. Monts et merveilles, c'est le monde arabo-musulman, c'est chez les blancs, donc voilà, c'est bien. Parfois, lorsque vous voyez par exemple nos étudiants qui sont de l'autre côté, qui font miroiter parfois sur des réseaux sociaux des images tout à fait mirobolantes, on se dit que la vie est facile là-bas. Pourtant, la plupart des gens, il est là, il peut témoigner un peu. En tant qu'ancien également du Maroc, la vie n'est pas facile. Et d'ailleurs, même il m'a été rapporté, lorsque j'ai échangé avec certains lauréats de cette année, que les bourses marocaines pour les boursiers guinéens n'avaient pas été payées il y a presque un an. Et lorsqu'ils sont passés sur les médias pour exprimer ce souci, parce qu'eux, ils sont nouveaux boursiers, ils sont futurs boursiers. Alors déjà, lorsqu'on leur rapporte que les boursiers, les anciens boursiers déjà font plus d'une année, et presque une année sans partir, ils se sont dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de partir? Moi, la question que je vais vous poser, monsieur Alpha, est-ce que, droit dans les yeux, en âme et conscience, vous conseillerez à un enfant de parents pauvres d'accepter une bourse marocaine? Droit dans les yeux. Je dirais directement oui et non. Avis mitigé. Avis mitigé. Le discours politique, la langue de bois. Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que à l'impossible, nul n'est tenu. Il y a beaucoup de jeunes, la plupart des lauréats, des étudiants qui ont eu à séjourner au Maroc, qui se sont brillamment illustrés au sein des universités marocaines, sont pour la plupart issus de familles, je ne dirais pas pauvres, mais modestes.
Mais est-ce qu'il n'a pas un risque qu'il est abandonné? Il y a un risque, c'est la grande question. Bien entendu. Voilà. Seulement, il incombe à nos autorités de prendre les mesures idoines, les mesures nécessaires pour pallier à toutes ces difficultés-là auxquelles font face ces étudiants-là. Pourquoi? Parce que ce sont des problèmes qui ont été assez répétitifs. Et ce sont des problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc j'espère que les nouvelles autorités entendront cela parce qu'il y a un nouveau directeur qu'on appelle ça au niveau des bourses extérieures. Donc j'espère que cela sera pris en compte. Monsieur Falikone, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour que nous fermions avec ce titre pour passer je voulais juste placer un petit mot avant M. Fali. Brièvement, c'est par rapport à votre intervention. 10 secondes. J'ai dit, vous allez profiter, n'est-ce pas, de mon intervention pour dire ce que vous voulez dire. Et je voudrais rappeler que M. Mansaré, il a dit dans son intervention que l'orientation s'est faite en fonction de la moyenne. Oui. Moi, je pense que l'orientation s'est faite en fonction des notes, parce que c'est important. En fait, il y a la moyenne générale, il y a les notes par spécialité, et puis il y a la disponibilité en termes d'accueil. Ça c'est important, puisque vous pouvez voir un candidat qui a obtenu, par exemple, 15 de moyenne en français, 15 de moyenne en philo, 15 de moyenne en économie. Il est possible que ce candidat soit orienté en droit. Mais lorsque un candidat, même s'il est bien placé, mais s'il n'a pas de bonnes notes dans les différentes matières relatives à la filière qu'il choisit, il ne sera pas orienté. Il ne sera pas orienté ou bien il sera mal orienté en fait. Et je pense que les apprenants et les parents d'élèves doivent entendre cela. Lorsque vous devez vous orienter, regardez les moyennes par matière. Ça c'est important. Vous savez, vous pouvez voir par exemple qu'on n'a pas orienté 10e de la République, mais on oriente, n'est-ce pas, et 47e de la République. Par exemple, les bourses viennent, on dit qu'on a accordé 50 bourses à la Guinée, mais celui qui a été 9e de la République, il n'est pas boursier. Mais 49e de la République est boursier. Pourquoi? Souvent. Parce que tout simplement, soit celui qui n'a pas été boursier, il est âgé de plus de 18 ans, il y a des conditions. Ça, c'est un premier élément. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, il se peut aussi qu'il n'ait pas la moyenne ou bien la note qu'il faut dans la matière dans laquelle il devrait être orienté. Dans des matières de spécialité relatives à cette filière. On avait donné par exemple 50 places aux sciences sociales en Guinée. Et ces 50 personnes doivent être orientées en droit. Mais si, par exemple, vous êtes 10e de la République, mais vous avez 0,5 en français ou en philosophie, vous ne pouvez plus être orienté en droit. Là, vous ne devez pas dire alors que votre bourse a été accordée à une autre personne. Il faut que les gens soient informés par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai dit à M. Mansaré que... M. Mansaré, vous avez 30 secondes parce que... En fonction, n'est-ce pas, des notes obtenues dans les différents... Vous avez 30 secondes, on va fermer cette page. Un constat très amer, très catastrophique, c'est l'assassinat total de l'éducation en Guinée, plus particulièrement de l'école publique. Les directeurs nationaux préfèrent envoyer leurs enfants au privé. Je vous dis, j'ai constaté que cette année, à peu près, si vous prenez sur 100 boursiers, les 90 viennent des écoles privées. Comme si l'école publique n'existait pas en fait. C'est encore lui le parent pauvre. C'est une déperdiction totale. Donc l'État semble avoir oublié l'école publique. Donc nous allons passer au second thème.